Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis de Chaîne Critique, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition. Au-delà de la souffrance que cela suggère, au-delà des pertes en vies humaines, au-delà des pertes en biens matériels, la crise peut aussi constituer une opportunité parce qu'elle permet de révéler le génie de résilience et de force que nous, parfois, nous avions souvent négligé en temps de paix. Cette crise qui sévit dans le pays avec l'occupation d'un grand territoire à l'est du pays pousse chaque Congolais à s'interroger sur sa capacité de réagir par rapport à la patrie. Nous avons donc aujourd'hui, c'est pas le plaisir, en tout cas la joie de recevoir un groupe de Congolais réunis autour d'une idée, autour d'un mouvement, autour de leur capacité à conjuguer leur patriotisme, mais surtout les valeurs principales qu'ils développent. Nous sommes donc aujourd'hui avec le mouvement d'action Thomas More. Beaucoup de gens n'ont peut-être pas encore entendu parler de cela. C'est un mouvement des chrétiens et principalement des catholiques qui se sont organisés pour suivre les enseignements de Thomas More, qui est aussi un catholique d'il y a quelques siècles, mais qui se sont réunis autour de cet idéal et qui pensent aujourd'hui avoir un mot à dire parce qu'ils estiment que les valeurs qu'ils sont en train de développer peuvent servir de base pour relever la situation qui est dans le pays. Vous avez compris, je reçois donc deux personnes, en la personne de M. Claude Yamba, qui est à votre droite, à ma gauche, à moi. M. Claude Yamba, bonsoir. Bonsoir à M. Willy Kalengaï. Vous êtes les coordonnateurs du mouvement d'action Thomas More et vous venez aujourd'hui parce que vous avez non seulement un message à transmettre à la nation, mais vous avez surtout aussi un sentiment de solidarité à partager au moment où le pays traverse une période difficile. Merci donc d'être là. Un grand merci de... Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes venu avec M. Willy Mukangala. Chaque fois que je prononce mon propre prénom, je suis un peu ému. En tout cas, c'est mon homonyme, Willy Mukangala. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Vous êtes coordonnateur adjoint du mouvement d'action Thomas More. Oui. Voilà mes deux invités avec lesquels nous allons partager ce moment. Mais vous me demanderez, mais Thomas More là, c'est qui, c'est quoi? La question est posée d'abord à M. Claude Yamba. C'était quoi le mouvement Thomas More? Le mouvement Thomas More, au niveau de Kinshasa, c'est un noyau. C'est un noyau composé de chrétiens catholiques déterminés à réfléchir sur certaines questions primordiales, des questions de vie. Et nous avons eu comme modèle Thomas More, qui est un sujet britannique. Nous l'avons suivi, nous avons vu ce qu'il a été, comment il s'est comporté. Et il y a une seule chose qui nous a beaucoup plus marqué. Cet homme est mort, mais il avait comme devise de ne jamais trahir sa foi. Donc il ne pouvait rien faire d'autre qui allait en dehors de la norme, en dehors de sa foi. Et voilà, nous l'avons pris comme modèle, la raison pour laquelle nous aimerions bien partager cette expérience avec tout le monde, et surtout en matière de la gestion publique, pourquoi pas copier cet homme pour faire avancer le pays. Mais c'est vrai, en anglais, on peut se poser la question, il n'y avait pas d'autre modèle. Qu'est-ce qui en lui a fini par vous convaincre d'entrer dans cette dynamique? Monsieur Willy Mukangala. Merci beaucoup pour la parole. Thomas More, c'est que dans sa vie, c'était d'abord un chrétien normal, simple. Ce n'était pas quelqu'un qui était extraordinaire à première vue, mais il a vécu sa foi simplement et sa vie est autour on va dire, d'un côté, un scandale, mais un mouvement extraordinaire au niveau de l'Église parce qu'il a été autour justement de la séparation de l'Église catholique et la création de l'Église anglicane. Il a été au cœur justement de cette polémique-là, de cette affaire-là,
où le roi Henri VII voulait absolument contrôler l'Église parce que l'Église était le faiseur de roi. L'Église était politiquement très 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 forte. Et lui, il n'était pas d'accord avec ça. Il s'est fait qu'il tomba amoureux d'une dame de compagnie de la reine. Et il voulait donc divorcer. Et Le roi? le roi. Oui. Ok. Et Thomas More, étant chancelier, il lui donna la mission d'aller plaider pour lui auprès du roi, du pape, pour pouvoir obtenir Les divorces, les divorces et qu'il se marie avec la marie avec la nouvelle Et femme. pourtant, chez les Catholiques, les divorces est prohibé. est prohibé. Et Thomas More, comme lui, il est protecteur des valeurs familiales, a refusé. Il a dit, pour ma foi, je ne le ferai pas. Et de là, le roi s'est senti lésé et il a décidé d'avoir son église dans laquelle il est chef spirituel et il est aussi chef politique. Jusqu'à ces jours. Jusqu'à ces jours. Aujourd'hui, le roi Charles d'Angleterre, Oui. il est en même temps le roi de la Grande-Bretagne, mais il est aussi Chef le chef spirituel de l'église anglicane. anglicane. Donc à l'origine, un peu, c'était quand même un peu l'amour. Oui, exactement. Et puis de là, le roi fâché, donc il a poursuivi avec son cardinal, il les a condamnés à mort, et puis bon, lui, il a accepté la mort avec joie. C'est une histoire tragique, Ouais. une histoire assez triste, parce qu'à l'origine, c'est quand même pas facile. Dans le monde d'aujourd'hui, si les chefs vous imposent une chose qui ne correspond pas à vos convictions, bon, la plupart des gens acceptent vite, parce qu'ils veulent protéger des intérêts. Exactement. Alors, parce qu'il s'agit d'une figure emblématique, une figure historique, nous avons quand même pu trouver une petite vidéo pour pouvoir expliquer à nos téléspectateurs qui est Thomas More, parce que c'est de lui que nous allons parler aujourd'hui, mais surtout de la force qu'il a inspirée à mes invités pour qu'ils viennent aujourd'hui, voire même publier une lettre ouverte, nous allons en parler, voire même évoquer la 65e année de notre indépendance. Suivons d'abord cette vidéo. Le lira durant toute sa vie au très célèbre auteur. Bonjour à vous. Thomas More est un juriste, historien et théologien anglais, mais aussi un philosophe féru d'humanisme, comme en témoigne la profonde amitié qui le liera durant toute sa vie au très célèbre auteur de l'Éloge de la folie, Erasme de Rotterdam. C'est en 1516 qu'il publie Utopia, un livre dont le titre, un néologisme construit à partir d'une double racine grecque, peut signifier à la fois le lieu qui n'est nulle part, mais aussi le lieu du bien ou du bonheur, ce qui permet donc d'interpréter le terme utopie comme un lieu idéal mais qui n'existe pas. En créant ce nouveau terme qui deviendra vite un nom commun, Thomas More introduit aussi par la même occasion dans l'histoire des idées un tout nouveau concept. L'utopie est composée de deux parties. La première est une critique virulente des sociétés européennes en général, qui sont vues comme corrompues et malheureuses, et en particulier de la société anglaise de ce début du XVIe siècle. L'auteur y critique notamment les guerres incessantes, le despotisme du pouvoir politique, la soif de luxe des privilégiés et des puissants, l'injustice ainsi que la propriété privée. La seconde partie, quant à elle, s'inscrit dans le contexte des grandes découvertes et est constituée par le récit d'un voyage fictif dans une île imaginaire située très loin dans l'hémisphère sud, une île appelée Utopie, une île où existe une société idéale, une île qui constitue en quelque sorte le meilleur des mondes. Cette société plutôt pacifique et essentiellement rurale vit sans monnaie, et son économie est fondée sur la propriété collective des moyens de production, ainsi que sur l'absence d'échanges marchands. Ses habitants méprisent l'or et les richesses, car personne ne manque de rien. Ils vivent tous dans la plus grande égalité, cette égalité étant même perceptible dans les relations entre les hommes et les femmes, et ils consacrent leurs nombreuses heures de loisirs à la culture et à l'éducation. Les responsables politiques, qui n'ont que très peu d'avantages, sont élus de façon démocratique pour une durée d'1 an. Les lois sont peu nombreuses et elles ont pour caractéristique d'être très compréhensibles. En matière de religion, la tolérance est de mise et les utopiens disposent de la liberté. Entendez par là qu'ils peuvent pratiquer différentes religions, l'essentiel étant de croire en un être suprême à la fois créateur et providence.
L'auteur précise néanmoins que, à partir du moment où les habitants d'Utopie découvrent le christianisme, celui-ci leur apparaît évidemment comme la religion idéale. Au-delà de ce panorama quelque peu idyllique, force est de constater qu'Utopie est une société entre guillemets idéale, fortement hiérarchisée, qui fonctionne sur un modèle patriarcal, une société figée et repliée sur elle-même, dans laquelle on limite au maximum tout contact avec l'extérieur, une société où la démographie est strictement encadrée, une société où l'esclavage existe, une société aussi où on ne plaisante pas avec la morale, les jeux de hasard étant interdits, tandis que l'adultère et la sexualité hors mariage sont punis. Par ce récit, l'auteur insiste sur le contraste existant entre la sombre réalité quotidienne de la vie dans son temps et ce qu'on peut observer en utopie, et qu'il considère comme étant un véritable paradis social. Face à une réalité sociale décevante, Thomas More, l'humaniste, rêve d'un autre monde dans lequel l'être humain serait le bien suprême et dans lequel le bonheur constituerait l'objectif de toute société humaine. Et la force de ce livre est que, à travers la description de la société idéale existant en utopie, les idées, au lieu d'être exposées comme si elles faisaient partie d'un programme abstrait qui doit encore être réalisé, sont présentées ici exactement comme si elles avaient déjà été mises en place, comme si elles avaient déjà fait leurs preuves. En inventant le concept d'utopie et en l'appliquant au domaine politique et social, Thomas More inaugure par la même occasion un genre philosophico-littéraire, la description d'une société parfaite, mais qui peut dans certains cas devenir cauchemardesque, l'utopie devenant alors dystopie, comme par exemple dans 1984 ou plus récemment dans La Servante écarlate. Avec Le Prince de Machiavel, qui paraîtra une quinzaine d'années plus tard, l'utopie est souvent considérée comme un des chefs-d'œuvre de la pensée politique de la Renaissance. Ces deux livres sont pourtant complètement opposés, puisque là où Nicolas Machiavel décrit la réalité du pouvoir en rabattant en quelque sorte le possible sur le réel, Thomas More imagine quant à lui une société idéale en élargissant le réel jusqu'à l'impossible. Remarquons pour terminer que la destinée de Thomas More est assez étonnante, puisqu'il est considéré par les marxistes comme un précurseur du communisme, et son nom figure d'ailleurs sur l'obélisque des penseurs socialistes à Moscou, mais en même temps, il est vu par l'Église catholique comme un véritable saint, notamment pour sa défense des idéaux chrétiens et pour sa critique virulente des thèses de Martin Luther, au point d'avoir été béatifié puis canonisé en 1935, devenant ainsi Saint Thomas More. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à réfléchir et à discuter, à faire preuve d'esprit critique. Voilà, chers spectateurs, vous venez là de suivre un peu. C'est assez philosophique, mais c'est aussi important parce que quand vous avez une société, vous devez aller au fondement de celle-ci. Vous voyez, nous sommes au XVIe siècle. Nous parlons déjà de l'utopie, société idéale, du bien, de la foi. Et aujourd'hui, peut-être vous inspirant de ça, M. Claude Yamba et le mouvement d'action Thomas More, vous avez publié une lettre ouverte. Je vais lire juste 2 extraits, peut-être, et comme ça nous allons débattre. Vous dites dans la lettre, par exemple, « Chers compatriotes, la terre et tout ce qu'elle contient en surface et en sol et en sous-sol ont un seul maître, le Créateur, et le souverain, le seul détenteur du dernier mot sur l'univers, maître des temps et des circonstances. Il a donné, distribué, partagé, selon sa volonté, ce qui lui revient de droit, en termes de richesse, pouvoir, force, importance, utilité. Et la terre aux hommes, aux bêtes, aux plantes, aux eaux, soleil, lune, étoiles, etc. Mais l'homme a un pouvoir spécial d'être le co-créateur, de dominer la nature. Vous avez dit Genèse 1, 26, 28. Vous commencez comme ça, cette lettre ouverte, parce que vous voulez effectivement, quand l'homme va dominer, quand il va prendre le pouvoir, ce n'est pas pour qu'il en devienne le propriétaire. Alors donc la question d'abord,
avant qu'on parle du 65e anniversaire, pourquoi vous avez pensé qu'il fallait une lettre ouverte? Oui, merci pour la question, M. Willy. Nous avons pensé à une lettre ouverte, c'est une manière de communiquer à tout le monde sans exception. Et quand nous nous adressons aux dirigeants, nous n'avons pas vu seulement la classe politique. Nous avons commencé par... Nous parlons à tout celui qui a eu la grâce de Dieu d'être élevé à un niveau de responsabilité. En famille, il y a un chef de famille. Dans des sociétés, il y a des dirigeants, et ainsi de suite, jusque même au niveau de la gestion de l'affaire, du patrimoine commun, la gestion publique. Nous nous sommes dit, s'il faut écrire aux parents, écrire au DG, écrire aux ministres, donc ça va faire beaucoup. Faisons un seul travail qui sera adressé à tout le monde, que chacun retrouve son compte. Et dans ce paragraphe que vous venez de lire, nous interpellons tout le monde. Nous n'avons rien créé. Et nous n'avons même pas obligé le Créateur à faire quelque chose. Cet être suprême, dans ce monde-là où il est, propriétaire de ce patrimoine-là, il a voulu de lui-même partager. De lui-même, il a partagé. Et quand il a partagé, il nous a même donné le pouvoir. Il y a des plantes qu'on appelle plantes médicinales. Il a donné à cette plante-là le pouvoir de pouvoir guérir une certaine maladie. Donc, il est souverain, c'est là où il montre sa dimension de sa souveraineté. Mais il a donné à l'homme qu'il a créé à son image. Comme lui est créateur, il a donné à l'homme qui est à son image le pouvoir de créer aussi. Donc le pouvoir que nous avons de créer, nous, c'est comment transformer ce qu'il nous a donné pour que cela nous soit utile, que ça nous serve, que nous puissions jouir, parce que Dieu n'a jamais créé le malheur. Et quand le malheur nous frappe, quand nous vivons les misères et tout ça, là où il est, il regrette, il dit voilà, c'est à cause de l'ignorance, c'est l'absence de connaissance qui fait que ces gens souffrent. S'ils arrivent à mon niveau, à faire ce que j'ai voulu d'eux, ils ne peuvent pas connaître ce qu'ils connaissent. C'est là où il nous amène dans l'écriture de Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Et voilà, Genèse, là, il a tout créé, il avait tout planifié pour notre vie, pour que nous soyons bien. Mais nous sommes allés, nous avons emprunté d'autres voies. Je crois que même jusqu'à la démocratie de Dieu n'a pas de limite. Nous avons emprunté d'autres voies qui nous amènent là où nous sommes. Et il constate que nous avons perdu, nous n'avons pas de connaissances. Et il a même donné le mécanisme, comment on peut revenir dans son schéma pour vivre le bonheur. Vous regardez la parole pour encore répondre à une deuxième question. Dans la même lettre, vous faites une évocation précise et claire à la 65e année de notre indépendance, et vous-même vous appelez 65 ans post-colonisation. Vous dites que c'est un rendez-vous, c'est d'ailleurs cette année 2025, c'est un rendez-vous que auquel vous convoquez toute la nation afin de réfléchir de le fondement même de notre propre situation. De quoi s'agit-il? Merci, cher Willy. Nous venons au monde, nous grandissons et nous mourons. Donnons l'âge, prenons le pays comme un corps humain qui en 60 à 8 jours. Et si vous pouvez vous comparer un humain de 0 à 65 ans, à l'âge de 65 ans, je crois qu'on commence à perdre certaines facultés. Il y a une certaine inaptitude qui nous habite. On n'a pas les mêmes capacités qu'on peut avoir à 18, 20, 25 ans. Mais ici, le problème est que, en comparant notre nation par rapport à certaines nations qui ont eu l'indépendance comme nous en 60,
Si on peut se comparer au Canada, Brésil, Corée du Sud, on peut prendre même le Ghana ici à côté, c'est que ces pays-là sont devenus en 65 ans, c'est pas ce que nous sommes. Alors il est grand temps de s'arrêter, de s'interroger. C'est là où nous parlons de l'évaluation de notre marche. Avec tout ce que nous avons eu de Dieu. Pourquoi en 65 ans, on n'a pas progressé comme les autres? Nous devons nous remettre en cause. Et cet arrêt-là est obligatoire pour essayer d'examiner, redéfinir les règles des jeux et procédures pour pouvoir commencer une nouvelle marche. Sinon, ou nous serons appelés à disparaître, ou nous allons revenir à l'esclavagisme. Parce que nous pouvons, l'esclavagisme a plusieurs formes. Hier, ça a été par l'homme blanc qui est venu, mais aujourd'hui, nous pouvons vivre l'esclavagisme par délégation du pouvoir, par procuration. Et si tel est le cas, nous ne sommes pas d'accord pour ça. C'est ainsi que nous avons lancé un message, nous avons donné une voix, que nous appelons une voix du changement, qu'on se retrouve autour d'une table. Là, c'est la demande de la société civile, ce n'est pas les politiques. Et là, j'aimerais bien relever quelque chose. Le Congo appartient à tous les Congolais. Si on le prend comme une entreprise, une société par action, supposons que si le Congo a 120 millions d'habitants, 120 millions de Congolais, et que chaque Congolais a une part, c'est-à-dire que c'est une société composée de 120 millions de parts. Il n'y a personne qui a 2 parts ou 3 ou qui a plus que l'autre. Tous nous avons le même nombre de parts. Et cette population est divisée en deux. Il y a la société civile d'un côté et les politiques de l'autre. Société civile a plus ou moins 95% de membres et les politiques, c'est entre 3 et 5%. Et ce qui est dangereux est que les politiques eux-mêmes s'offrent. On ne les cherche pas. Ce qui est différent de Thomas More, Thomas a été cherché. Ici, les politiques s'offrent. Chacun vient avec son dossier qu'on appelle le projet de société. Il se présente, moi, je m'offre pour gérer ce bien commun, à mon père de famille et tout ça. On examine et on lui donne le pouvoir. Donc l'employeur, c'est le peuple dans la société civile, et le politique, c'est un ouvrier, c'est un agent, c'est un travailleur. Si on arrive à comprendre cette dimension des choses, je crois que nous pouvons redresser ce pays le plus vite que possible. Mais sinon, quand les politiques se prennent comme les remplaçants des colonisateurs blancs, et ils trouvent que la société civile sont des troupeaux, parce qu'il y en a même qui vont très bien dans leur langage, Batunangai, Naza Batunangai. Donc, ce sont des gens qui peuvent traîner dans toutes les directions comme ils veulent, venez à gauche, venez à droite, ils suivent. Non, non. Là, c'est... Nous tenons à ce que la population comprenne que la société civile, dans sa grande majorité, c'est l'employeur, et les politiques, ce sont les demandeurs d'emploi, et nous les engageons, raison pour laquelle nous leur offrons tout ce qu'il y a comme avantage, pour qu'ils puissent avoir le temps de penser comment mieux gérer notre patrimoine commun, afin que chacun tire sa partition, son dividende ou je ne sais pas quoi, que chacun se retrouve. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, je vous ai laissé parler parce que c'était important que vous arriviez à cette conclusion. Vous voyez qu'il y a un changement de paradigme. 65 ans, les véritables employeurs veulent prendre la parole. C'est ça, M. William Kanga. Oui, effectivement. La lettre ouverte, c'est d'abord une lettre qui va dans le sens d'une interpellation. Interpellation aux hommes politiques ou à ceux qui ont la responsabilité de la chose publique dans notre pays pour leur dire, messieurs, écoutez, 65 ans après, les pays n'est pas votre patrimoine à vous. C'est notre patrimoine commun. Deuxième chose, dans 65 ans, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de disparaître dans notre configuration actuelle du Congo et de ce peuple.
Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à une étape d'une crise existentielle. Nous ne faisons pas attention, nous disparaissons. Et dans cette lettre, lorsque vous prenez les 3 ou les 4 premiers paragraphes, vous allez constater que nous posons en fait les fondements, ou nous posons plutôt la base de la crise de notre pays, ou des crises, si on peut s'exprimer ainsi. Première chose, la terre. La terre du Congo pose problème, au niveau interne, et au niveau sous-régional, et au niveau international, d'où même cette expression de la balkanisation. Donc, tout le monde est intéressé à notre terre. Deuxième chose, les richesses. Justement, quand Dieu crée, il donne la terre, mais sur cette terre, il y a des richesses. Et c'est à cause justement de nos richesses que nous nous retrouvons dans cette situation. Et la troisième chose, il dit domine, gère la gouvernance. Donc, dans 65 ans, qu'avons-nous fait de tout ce que Dieu nous a donné dans ce pays? Parce que si nous continuons de la manière dont les choses nous vont, nous risquons de disparaître. Alors, vous faites au cas, on dit, une interpellation puissante qui est même doublée d'une menace. Je vais vous lire un peu. Vous dites, frères et sœurs, et très chers compatriotes, qu'ils soient maudits, tout persécuteur du peuple congolais, tout détourneur des biens du peuple congolais, de n'importe quel bord qu'ils viennent, qu'ils soient maudits et anéantis, toute personne ou instrument au travail, toute personne ou instrument au travail de la division du peuple congolais, ainsi tous les acteurs du tribalisme et de l'injustice. Vous citez même pour ça Siracide 7, 1 à 8. Vous continuez. La RDC, notre pays, est un paradis pour nous, Congolais, un don du Très-Haut. Il est un pays missionnaire et évangélique pour l'Afrique et le monde. Soyons-en conscients, notre inconscience, ignorance, cupidité, légèreté, division, etc., ont beaucoup retardé la réalisation du plan d'émission de la RDC. Confié à la RDC. Vous êtes vraiment clair et précis. Et point n'est besoin pour moi de commenter, si ce n'est que de vous dire, donner encore davantage d'explications. M. Claude et M. Willy. Oui, nous avons touché le point. C'est juste pour... C'est une interpellation dans le vrai sens du mot. Nous sommes comportés comme le médecin. Devant un malade, si le diagnostic n'est pas bien posé, quel que soit le genre de médicament qu'on va donner, le malade ne sera jamais guéri. Et de deux, on ne soigne pas la fièvre ni la toux. Il faut au contraire s'attaquer aux germes, à la maladie, qui fait que l'alarme qui est la fièvre ou la toux puisse disparaître. Qu'est-ce qui fait que nous fassions du surplace? C'est là où nous énumérons, c'est notre cupidité, notre ignorance, la légèreté, division. Nous attelons, nous nous concentrons sur beaucoup plus de besoins élémentaires que l'essentiel. Alors, si cela continue, comme l'a dit Frère Willy, le pays est appelé à disparaître. Et nous ne sommes pas prêts pour disparaître avec. Alors, évidemment, parce que nous sommes dans cette situation-là, nous ne sommes pas dans une fiction. Les forces internationales, les forces nationales extérieures ont commencé une guerre au Congo et maintenant que je vous parle, une partie du pays est déjà occupée. Alors, comment le mouvement d'action Thomas More peut intervenir à ces niveaux pour, d'une manière ou d'une autre, contribuer
au retour du pays dans son entièreté, sinon contribuer au retour de la force qui devra caractériser ce que vous avez vous-même appelé une nation évangélique. Monsieur Mkangala. Je donne la parole au coordonnateur pour que moi je le complète. D'accord. Merci. Ce qui est arrivé pour le pays, Et qui continue à arriver d'ailleurs. Nous sommes encore en plein. oui, il n'y a pas une nouveauté en ça. Il n'y a pas une nouveauté en ça. C'est comme du sang qui coule, mais à un moment donné, le sang va coaguler. Nous sommes en train de nous battre et l'appel que nous lançons, c'est en étant ensemble, comme on dit, l'union fait la force. L'arme qu'a l'ennemi, c'est la division. Je crois que vous suivez aujourd'hui avec cette arme médiatique qui précède même les faits. On lance des messages dans des réseaux pour dire le pays est malade, il ne faut pas traîner dehors au plus tard 20 heures. Ne sortez pas avant 6 heures. Je pose la question de savoir, mais entre 20 heures et 5 heures, on laisse les rues à qui? À l'ennemi de pouvoir entrer et monter son plan? Ça, c'est... Il y a des discours aujourd'hui, il y a une manipulation. On a jeté les trucs dans le public pour dire que les swahiliphones sont menacés. Les swahiliphones d'où? Qui peut nous présenter aujourd'hui un tableau, les identités, les adresses des swahiliphones qui sont menacés? Tout ça, c'est... Dans notre ignorance, on veut nous exploiter. Dans notre ignorance, on veut nous utiliser. Mais Dieu nous dit dans Romains 12, 1 à 2, il nous demande de renouveler l'intelligence si nous voulons bien revenir à lui et gagner cette guerre. Nous devons renouveler l'intelligence. Et renouveler l'intelligence, c'est nous connaître d'abord qui sommes-nous, pourquoi nous sommes là, et qu'est-ce que Dieu nous a donné, et pourquoi il nous a donné. À ce moment-là, nous formons un bloc que personne d'autre ne peut casser. Si on travaille pour le ventre, parce que je vais vous surprendre que les diables ou l'ennemi n'est pas seulement, même dans les églises, le diable est en train d'opérer. Donc c'est le renouvellement de l'intelligence qui va faire que l'unité, l'union, l'amour reviennent. Et avec ce bloc, nous allons reprendre le pays parce que l'intelligence va fonctionner. Aujourd'hui, pourquoi on vient puiser les minéraux chez nous? Ce pays existe sans normes, ce pays existe sans politique, même sectorielle. Que faisons-nous de nos mines? Parce qu'on pouvait aujourd'hui décider que non, voilà, aucun minerai ne sortira de ce pays sans être transformé. Vous voulez utiliser notre minerai, amenez votre usine ici, vous transformez, au lieu de faire le transport doublement, amenez le minerai chez vous, le transformer et puis nous amener la matière finie. Venez avec l'usine, vous l'installez ici, vous transformez, il n'y aura que le transport dans un sens. Il n'y a pas de définition sur des politiques sectorielles par rapport à une vision d'avenir de ce pays. Donc nous devons tout faire pour revenir d'abord à Dieu, en renouvelant l'intelligence, nous mettre en bloc, décider sur ce que nous devons faire. C'est là où nous disons, ce n'est qu'à l'issue du Forum national d'évaluation que nous pouvons voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et que là où ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et arriver à redéfinir les règles de jeu et les procédures. À ce moment-là, je crois, même le chef qu'on aura, qui sera la réponse à nos prières, selon Jérémie, qui sera la réponse à nos prières, nous allons lui tendre une feuille de route, nous allons lui tendre notre canevas pour qu'il suive. Et là, il va répondre à nos attentes. Aujourd'hui, on nous dit non, nous faisons la vision du chef de l'État. Nous faisons la vision des X. Est-ce que cette vision est réellement la nôtre? Je vous renvoie peut-être voir les deux discours prononcés le 30 juin
Si vous voyez le discours prononcé par les deux autorités congolaises, Kasavubu et Lumumba, et vous pouvez voir la réaction du public, vous pouvez analyser pour voir lequel de deux avait rencontré réellement la volonté du peuple. Et pourquoi ça n'a pas marché? L'homme blanc a compris, non, celui-là est dans le schéma de servir le peuple l'attend, il faut l'éliminer. Alors, vous allez compléter, et puis je vous poserai une petite question pour terminer, parce que c'était une émission pour annoncer l'événement du 65e Forum. Vous avez à compléter? Oui, j'ai à compléter. Effectivement, il faut nous arrêter à un certain moment. Nous arrêter à un certain moment pour trouver une nouvelle intelligence, une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire les choses. Avec, on va dire, avec la sagesse des dieux, avec l'intelligence des dieux, avec des hommes et des femmes qui ne font pas des calculs de leur ventre, qui ne font pas des calculs de leurs intérêts, mais qui vont s'offrir, qui vont se donner pour le bonheur des Congolais. Vous savez, la crise au Congo, c'est une crise politique et c'est une crise économique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous focaliser sur la résolution de la crise seulement dans le secteur politique pour que ceux qui sont en politique se retrouvent et partagent les gâteaux. Et vous laissez de l'autre côté la crise sociale, la crise économique. Il faut qu'à un certain moment, les deux puissent se copénétrer pour avoir une solution globale. Et aujourd'hui, il ne faut pas rester dans la logique de la cohésion politique. Il faut aller dans la cohésion sociale. Il nous faut un pacte social. Il nous faut que nous puissions nous mettre ensemble, nous dire que, bon, voilà, pour les prochaines années, voici les Congos que nous voulons, que nous désirons, que nous allons laisser à nos enfants. Voici comment nous voulons gérer tel secteur, tel secteur, tel secteur. C'est le moment, en fait, pour que les Congolais se réapproprient leur pays, Donc, leur avenir. Vous soutenez la démarche des évêques catholiques et protestants dans le cadre de la recherche du pacte social? Oui, la démarche des évêques, il y a un rapprochement avec notre vision. Il y a un rapprochement avec notre vision, mais nous sommes dans la logique de tenir un forum, analyser les choses, commencer par l'évaluation pour trouver établir les responsabilités de chacun, passer par la justice, que les gens payent ce qu'ils doivent payer, que les gens réparent ce qu'ils doivent réparer, on passe au pardon, et après le pardon, nous avons la réconciliation nationale. Donc, vous, si je comprends bien, il y a eu beaucoup de forums. Hein. On a eu la conférence nationale souveraine, on a eu Sun City, on vient d'avoir encore, on avait le forum de Saint-Sylvestre qui a abouti en 2016 à 2 ans de transition. Tout ça n'a pas suffi. Vous voulez encore un autre forum? Nous ne sommes pas dans des histoires de transition et tout ça. Le pouvoir qui est là, on n'a rien à voir. On a un chef d'État élu. Il est là. Nous lui reprochons la gestion. Et par rapport au forum, on va lui tendre un rapport qui viendra du forum pour lui dire, voilà, ici, vous avez bien géré, ici, vous n'avez pas bien géré. Voilà ce qu'il faut corriger, voilà ce qu'il faut faire. On n'est pas là pour aller se partager un gâteau avec lui. De manière concrète, ça se fait comment, les forums? Le forum, dans notre projet, il y a 3 tables rondes qui vont se tenir. Il y a table ronde politique, socio-économico-politique. Il y a une table ronde qui traitera les questions financières et économiques. Il y a une table ronde qui traitera de la matière défense et sécurité. Et on va le faire à des endroits différents. On peut lancer le Go à partir du palais du peuple qui représente le symbole de la nation. Mais chaque université, nous avons ciblé l'université catholique, l'université protestante et le Vanium. On peut faire 3 ateliers dans ces universités-là. Il y a des travaux de manière intense.
là où chacun qui a un apport, un écrit, une idée ou quoi, vient s'exprimer au niveau de chaque table ronde. On va faire la synthèse à chaque niveau et qu'on ramène au niveau du secrétariat technique que nous avons pensé bien qu'il soit logé à la CENCO, parce que toutes les conditions peuvent être réunies. On réunit ça. Et puis il y a une cellule spéciale et spécifique qui doit essayer d'analyser tout ce que le pays ici a eu à signer de manière directe ou indirecte, comme contrat, traité et tout consort. Parce qu'aujourd'hui, on aurait quand même, il faut respecter les accords dont le peuple n'est même pas au courant. Donc, il faudra que celui qui a un document, un accord, un contrat ou je ne sais pas quoi, qu'il vienne le présenter. Quel est l'agenda de ce forum? Vous pensez le faire quand? Et pendant que le pays est un peu coincé par la guerre? Le plus tôt serait le mieux. Le plus tôt serait le mieux que ce travail se fasse. Nous avons évalué, c'est un travail qui peut se faire au maximum en 100 jours, parce qu'il y a 30 jours de travaux intenses, il y a 30 jours de mise en commun, et 30 jours c'est la rédaction de rapports. Et les rapports finaux, vous l'adressez aux autorités comme feuille de route. Mais nous avons le premier citoyen qui a été élu. Parce qu'en principe, aujourd'hui, c'est lui qui endosse la responsabilité, qui doit s'exprimer devant le peuple. Quand bien même au niveau de la gestion publique, avec la constitution que nous avons, vous avez un premier ministre qui gère au quotidien et qui se justifie au niveau de représentant du peuple. Vous avez, pour que le président puisse le démettre, il faut que le représentant accorde. Donc il y a cette histoire. Nous voulons mettre quand même des choses, faire de lois non taillées sur mesure. Alors, tout cela, vous l'avez dit, et je crois que ce sera la dernière question, parce que je vous recevrai au fur et à mesure que votre projet va prendre corps. N'hésitez pas de revenir ici pour en parler. Aujourd'hui, nous annonçons effectivement que le mouvement d'action Thomas More met en place un projet, notamment l'organisation du 65e forum post-colonisation, vous l'avez dit. Oui. Mais alors, une des conditions que vous avez citées, j'aimerais que vous puissiez y revenir, c'est, vous avez dit, il faut renouveler l'intelligence. Ouais. Alors, c'est quoi exactement le renouvellement de l'intelligence? Ça va s'opérer comment? Par quel mécanisme? Vous avez un logiciel pour ça? Vous avez une application? Ou comment on fait pour renouveler son intelligence? Monsieur, il vous en prie. Le renouvellement de l'intelligence, c'est ça le plus grand exercice qui existe. C'est ça le plus grand exercice qui existe. Mais je crois que ce n'est pas si difficile. Nous qui avons grandi au village, il y a dans certains villages jusqu'aujourd'hui, là où les cadenas n'existent pas. Les cadenas n'existent pas, on tire une porte, et tel que les choses étaient restées, on peut le retrouver même un mois après. Monsieur Willy, vous allez souffrir avec moi que les chiffres que nous entendons chaque jour ici, qui sont détournés, nous rendent malades. Mais quant à moi, ce n'est pas une nouveauté, parce qu'aujourd'hui, c'est grâce au travail que fait par exemple l'IGF, qui met ça à la place publique pour qu'on le sache. Mais ce sont des choses qui se pratiquaient depuis des années. Aujourd'hui, dans un des rapports, quand l'IGF vous parle, chaque mois, lors de la paye de salaire de fonctionnaires de l'État, nous perdons 80 millions de dollars. Chaque mois. Et je me pose la question, si je prends 80 millions de dollars et je partage ça par une cinquantaine de ministres, je me dis, est-ce que si ce sont les ministres qui volent, donc chacun a au moins autant de millions chaque mois. Si ce sont les secrétaires généraux qui volent, donc vous trouverez que c'est tout un système. Le danger est que vous venez à la gestion, vous composez avec les créateurs du système. Comment vous allez découvrir le secret du système si vous n'êtes pas guidé? Si vous n'êtes pas guidé, vous n'allez pas découvrir le secret du système. Alors, la justice, c'est l'unique moyen de pouvoir amener cette population à renouveler l'intelligence. La justice juste,
C'est l'unique moyen de ramener cette population au renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu, je crois que les missionnaires, l'Église, ils ont fait un grand travail pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Là, c'est quelque chose de répandu. Mais le message sur le renouvellement de l'intelligence et l'autoprise en charge, ça, c'est un message qui n'a pas été véhiculé. Raison pour laquelle nous tenons à ce que cela soit véhiculé. D'accord. Pendant que vous préparez votre mot de la fin, vous allez compléter. Oui, je complète tout de suite pour dire que les renouvellements de l'intelligence, d'abord dans cette lettre ouverte, nous disons clairement, pour nous, la solution ne viendra pas que des hommes. La solution viendra de notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Deuxièmement, nous ne pouvons renouveler notre intelligence que en rentrant à la source qui est Dieu, qui est la source de toutes choses, et même de ce renouvellement de l'intelligence dans la prière. Vous savez, la sagesse élève une nation. La sagesse élève des hommes. Et quand dans notre pays, il y a ceux qui doivent avoir cette sagesse-là pour gérer, pour nous diriger, n'en ont pas, aujourd'hui nous sommes la risée de tout le monde. Et donc, ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Or, cette intelligence-là, il y a des gens qui en ont, qui sont là. Mais malheureusement, peut-être qu'on ne leur donne pas l'opportunité, qu'on ne leur donne pas l'espace pour pouvoir justement s'exprimer, pour venir avec des idées innovantes qui vont nous permettre de sortir justement de cette situation. Voilà que nous disons, nous créons ces cadres pour que ces intelligences-là, ces hommes qui ont la sagesse, ces hommes de prière, ces hommes qui imitent le Christ, ces hommes qui craignent Dieu, viennent avec des solutions. Nous, ici, nous sommes dans la logique de jeter la sémence. Nous jetons la sémence. Qu'est-ce qui va advenir après? Nous ne savons pas. Pourquoi? Parce que il y a 65 ans, il y a des gens qui n'ont pas voulu justement jeter la sémence en commençant par réfléchir. Est-ce que nous disons, passons à l'action, jetons la sémence et Dieu lui-même va faire germer et va faire croître la plante. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Vous l'avez sans doute ressenti, il y a de la matière, il y a de l'intérêt, il y a surtout du sérieux. Et je ne parle pas pour flatter mes invités. Parler du pays avec abnégation et parler de renouvellement de l'intelligence, parler du changement et parler surtout de ces paradigmes. C'est vous, les peuples, qui êtes les employeurs. Les dirigeants, c'est vos employés. C'est vous qui leur donnez la force. Alors s'ils ne font pas ce que vous voulez, c'est votre faute. Parce que vous aurez laissé les travailleurs vous guider alors que vous avez, vous, des besoins formulés en termes de vision. Voilà ce que j'ai compris un peu de cette émission, mais je ne suis pas membre de Thomas More Action. Je voudrais donc demander au coordonnateur, au nom de son mouvement, de faire un dernier message. Merci frère Willy. Nous devons prendre conscience que le pays et son patrimoine nous appartient à nous tous. Nous endossons la responsabilité. Vous l'avez dit tout à l'heure, le peuple, l'employeur, a failli à sa mission. Nous endossons cette responsabilité-là. Et il est grand temps que le peuple se rende compte qu'il est employeur et que le politique est employé. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, nous sommes dans nos prières demandant à Dieu qu'il puisse nous assister et tout ça. Il a tiré une conclusion pour dire, vous souffrez parce que vous manquez de l'intelligence. Il nous recommande de renouveler l'intelligence. Et à la fin, il nous demande, dès que nous avons renouvelé l'intelligence, dès que nous revenons à lui, lui va nous donner des dirigeants, selon sa volonté, qui viendront nous diriger avec l'intelligence et la sagesse. Voilà, tout partira de là. Donc, il va nous imposer des hommes et des femmes selon sa volonté qui vont nous conduire avec intelligence et sagesse. Et tout ce que nous pouvons faire présentement, c'est de demander à notre peuple de ne pas se laisser faire. Revenons à Dieu, tenons-nous la main dans la main, cultivons notre amour et Dieu seul sera au centre
de cette guerre et la victoire est certaine. Et le pays va sortir de là où il est si nous acceptons de nous arrêter, de relire ou revoir notre passé et arriver à commencer une nouvelle marche qui va nous conduire à la libération, à l'indépendance et à la souveraineté. Merci, M. Claude Yamba, coordonnateur du mouvement d'action Thomas More. Merci, M. Willy Mukangala, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci aussi, amis téléspectateurs, de votre patience, surtout de votre attention. Cette émission va être rediffusée plusieurs fois. Si vous avez une suggestion, n'oubliez pas, nous allons la diffuser sur YouTube aussi. Mais vous pouvez aussi nous écrire parce que l'adresse va certainement vous être donnée. Écrivez et contactez, si possible, pourquoi pas, mes deux invités. Allez et discuter, créer des think tanks que les peuples finalement se reprennent en charge parce que c'est le vœu de tout patron, c'est de diriger son entreprise. Si le Congo est une entreprise, alors le patron est connu, que le patron puisse le diriger. Mesdames et messieurs, merci. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouverai certainement à une autre occasion pour un autre moment. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.